faut parler fort. Voilà. Ça marche. Donc, Frédéric, on va t'écouter aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton expérience de mort imminente, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'homme tu étais avant ton expérience et quelle vie tu menais avant cette expérience? D'accord, bonjour à tous, merci d'être là. C'est très 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 impressionnant, mais bon, ça va le faire. Moi, avant mon expérience de mort imminente, qui j'étais? J'étais, je pense, un homme qui était dans le travail, enfin voilà. La spiritualité, c'était complètement méconnu pour moi, ni de croyance, rien de particulier. Ouais, voilà, j'évoluais dans un monde assez hermétique. Enfin voilà, le travail et puis sorti de là, rien de bien transcendant. Et C'était quel type de travail? alors je travaillais dans la sécurité, dans la télésurveillance. J'étais responsable d'un PC, enfin responsable de 8 personnes. Et on faisait de la sécurité. Alors pour vous dire, la sécurité, il n'y a rien d'épanouissant dans tout ça. Enfin bon. Il y a des gens qui le font très bien, c'est bien, mais voilà, moi j'étais là-dedans, un petit peu perdu, on va dire, voilà. Je gagnais de l'argent, j'essayais d'en gagner encore plus, parce que pour moi c'était une erreur, mais enfin voilà, c'est comme ça. J'ai essayé donc de me mettre dans l'immobilier, je rachetais des appartements, je louais, et puis j'étais quand même mal à l'aise dans tout ça en fait, voilà. J'évoluais bien, enfin je manquais de rien, mais il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Et ton point de vue sur la mort à cette époque, c'était, tu croyais en quelque chose? Alors la mort, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Voilà, même enfant, j'avais des petits rituels avant de me coucher. Si je dépassais ce rituel, je m'endormais tranquillement. Je me disais, je vais me réveiller demain matin, je serai pas mort. Enfin, donc voilà, c'était vraiment des trucs. Voilà, j'ai toujours eu effectivement peur de la mort, peur de la maladie, peur de la souffrance, peur de tout ça, quoi. Donc, je vivais avec tout ça, donc un mal-être que peut-être beaucoup vivent, hein, en tout cas aujourd'hui. Et cette expérience-là m'a débarrassé de toutes ces peurs, toutes ces angoisses, quoi. Et tu avais peur de la mort, mais tu pensais qu'il y avait quelque chose après, ou tu voyais ça comme un grand néant? Alors, comme je t'ai dit, au niveau des croyances et tout ça, donc j'étais complètement en dehors de tout ça. Donc voilà, pour moi, le paradis et enfer, ça voulait absolument rien dire. Par contre, en dehors de tout ça, je fantasmais quand même à quelque chose. Je me disais, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Et je rêvais justement à des choses un peu plus apaisées, zen, enfin voilà. Mais ça restait dans le fantasme et l'imaginaire. Donc du coup, je me dis, je sais pas si c'est réel. En tout cas, je verrai bien. J'irai vérifier un jour de toute manière. Mais voilà. Donc il n'y avait pas de... Je souhaitais quand même qu'il se passe quelque chose après la vie. Ouais. Au fond de moi, enfin, c'est vraiment, c'était important. Il faut parler plus fort. Plus fort. D'accord. Excusez-moi, je vais parler plus fort. En fait, je suis quelqu'un qui parle très doucement, c'est vrai. Non, c'est moi qui parle pas fort. Là, c'est vrai que je m'entends mieux. Mais je suis pas habitué à parler fort. C'est vrai que c'est un souci. Moi, si je vous casse les oreilles, par contre, à l'inverse, vous me le direz, parce que voilà, maintenant, je vais me mettre à parler fort. Non, mais voilà, vous dire que je fantasmais vraiment à ça. Enfin, et voilà, c'était pas possible que la vie s'arrête comme ça. Et bon, voilà, j'étais dans mes petites croyances à moi, quoi. Voilà. Alors, tu étais dans tes croyances à toi, et justement, je rebondis sur ce mot, parce que Pâques 2009, qui n'est quand même pas n'importe quel moment de l'année pour les chrétiens, c'est ce moment-là que l'univers, Dieu, enfin, on mettra le nom qui correspond le mieux à notre ressenti, hein, que l'univers a choisi donc, pour te faire une expérience bouleversante. Est-ce que tu peux nous parler tout d'abord de ce qui s'est passé d'un point de vue physiologique ce jour-là? D'accord. Alors, la comparaison, elle est assez flatteuse, hein, en fait. Je la prends comme ça, tu me connais, enfin, voilà. Cette date-là, je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas vous dire pourquoi, je ne réfléchis pas. C'est en tout cas une conséquence, puisque c'est un week-end férié, et c'est j'ai envie de dire, grâce à ça que j'ai vécu cette expérience, puisque dans un premier temps, je me suis retrouvé chez un médecin. J'étais grippé un peu, voilà, comme tout le monde peut l'être, les poumons pris, je mouchais un peu. Donc je vais chez un médecin qui me diagnostique une grippe intestinale. Bon, elle
elle me prescrit des efferalgan, elle me dit, ben, vous passez le week-end avec tout ça, si ça va pas mieux, vous reviendrez, et puis on verra un petit peu ce qu'il en est. Alors, du coup, je prends mes efferalgan et je m'en vais. Et puis le week-end de Pâques, pour moi, était terrible. En fait, j'ai pas fermé l'œil du week-end, parce que dans un premier temps, je ne pouvais pas m'allonger. En fait, j'étais tellement pris sur les poumons que dès que je m'allongeais, ça me coupait la respiration. Et j'entendais comme une circulation d'eau. C'est vraiment, j'avais l'impression que l'eau coulait en fait dans mon corps. J'entendais le goutte à goutte, vraiment. J'ai su après que c'était un petit peu logique, puisque quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais les poumons remplis d'eau. Donc voilà. Et j'entendais bien cet écoulement là. Et si vous voulez, voilà, j'étais obligé d'être assis. Donc comme là je peux l'être aujourd'hui, je me rappelle bien être le dos au mur dans ma chambre en fait, et m'assoupir 3/4 d'heure, parce que au bout d'un moment on tombe un petit peu dans un coma de fatigue, quoi. Mais après la douleur était tellement forte que ça me réveillait. Donc je passe mon week-end de Pâques assez difficilement. Dès que le mardi arrive, je dis à ma compagne de l'époque, écoute, il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Alors ça c'est pareil, les mots qu'on sort à ce moment-là, on ne sait pas trop, mais je dis il faut que j'aille à l'hôpital. Si je reste ici, en fait, il va m'arriver quelque chose et personne ne pourra rien pour moi. Donc comme je vis à la campagne, c'est vrai que si vous faites une crise cardiaque, le temps qu'ils arrivent, il faut être solide, quoi. Donc je me rends par mes propres moyens à l'hôpital, parce qu'elle n'avait pas le permis à l'époque. Et c'était même elle qui me guidait, parce que j'étais rempli d'eau en fait. Voilà, j'étais un boxeur, les yeux gonflés, enfin je voyais plus rien. C'est même elle qui me disait écarte-toi un peu du bas-côté, on est trop à droite, fais attention à gauche, enfin bref. J'arrive à l'hôpital, je me gare comme je peux, c'est-à-dire que je serre le frein à main au milieu du parking et puis je descends de la voiture. Et puis là, je suis pris en charge tout de suite aux urgences, parce que j'étais dans un sale état. Et ils me font des radios du poumon, des choses comme ça, voilà. Me mettre des masques, parce que j'arrivais de moins en moins à respirer. Et puis là, après, ça commence à être un petit peu le trou noir. Je ne me rappelle plus exactement de ce qui s'est passé. J'étais sur Grès à ce moment-là. Les médecins ont dû appeler ma famille, donc mes parents, pour leur expliquer que j'étais dans un état assez critique. Et donc mes parents avaient émis le souhait de me faire transférer sur Dijon, ce qui a été fait le lendemain. Et quand je suis arrivé à Dijon, en fin de compte, mon état s'était encore aggravé. Pour vous dire, c'est que l'interne, à mon arrivée à Dijon, il prend son stéthoscope et puis il commence à essayer d'écouter mon cœur. Et là, il a un mouvement comme ça de recul, il me dit « Mais vous êtes là pourquoi, vous ?» J'ai dit « Une grippe intestinale, apparemment. » Mais je sentais bien qu'il y avait autre chose. Elle me dit « C'est curieux qu'on ait pu vous faire ce diagnostic, parce que j'entends pas votre cœur, même avec le stéthoscope. » Donc là, du coup, pour moi, ça me parle un peu plus que ça, mais lui, je le vois quand même un petit peu pâlir. Et il dit, on va vite faire des choses, parce qu'à mon avis, il y a autre chose là-dessous, quoi. Donc, il commence à m'installer, et il me dit, on va commencer par faire une échographie du cœur, pour voir ce qui se passe un peu là derrière. Et là, il me montre l'échographie, donc une grosse masse noire. Voilà. Et il me dit, là, vous voyez, c'est votre péricarde. Bon, si vous voulez. Je ne suis pas forcément médecin. Et puis, il y avait une petite tête d'épingle blanche, comme ça, qui clignotait de temps en temps. Puis il me dit, vous voyez la petite tête d'épingle, là? Je dis, ouais. Il dit, c'est votre cœur. Oh, j'ai si petit que ça. Et elle me dit, non, mais c'est que le péricarde, en fait, est en train de recouvrir votre cœur. Bon, ça le fait déjà, c'est un muscle qui entoure le cœur. Mais... Et il dit, là-dedans, il y a un liquide qui est en train d'oppresser votre cœur. Et la petite tête d'épingle, c'est juste une petite ouverture, mais si toutefois ça se refermait, là, on risquerait d'être devant un problème assez sérieux. Donc il m'a dit, vous inquiétez pas, on opère ça assez facilement, on ouvre, on enlève le liquide, 15 d'heure, 20 minutes, voilà. Presque on vous repeigne un peu, vous redescendez dans votre chambre et puis tout va bien. Donc du coup, j'ai joué, allons-y, quoi. Enfin, on est un petit peu sur un nuage, hein, on ne sait pas où on va, on a pris quand même pas mal de médicaments pour les douleurs, donc c'est un peu... oui, on est sur un nuage, quoi. Donc là-dessus, il décide de monter en salle d'opération. Et là, pareil, j'ai le souvenir du chirurgien qui m'attend à la porte tout devant, quoi,
me disant vous inquiétez pas, c'est bénin, on fait ça assez facilement. Voilà, vous inquiétez pas, détendez-vous. Bon, parce qu'il faut savoir que j'étais toujours assis, même à l'hôpital, en fait, hein, mon lit, voilà, j'étais assis. Donc du coup, il me rentre dans la salle d'opération. Et là, il me transfère avec du mal, hein, vous avez vu le bébé. Donc, il me transfère sur la table d'opération, puis bon, bah, pour en avoir vu quelques-unes, je pense, hein, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très plat, très froid, très... voilà. Me voilà assis sur cette table d'opération, donc tout le monde s'affaire un peu autour de moi. J'ai l'anesthésiste sur ma gauche qui commence à faire des perfusions, je sais pas quoi, enfin voilà. Et puis il me dit, bon, ben vous inquiétez pas, monsieur, détendez-vous, allongez-vous, ça va bien se passer, n'ayez pas peur. Bon, j'ai pas peur, mais je lui dis simplement, je peux pas m'allonger. Alors bon, ils se regardaient tous un peu, voilà. Et au bout d'un moment, il insiste, il dit, mais il va falloir vous allonger. Et là, j'ai ce mot là que j'ai écrit dans mon petit témoignage, puis ça me restera marqué de toute façon à vie. Je le regarde dans les yeux, je lui dis, de toute façon, si je m'allonge, je meurs. Donc là, il a un sourire un peu gêné. Vous inquiétez pas, nanana, enfin voilà. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, écoute, t'es là, c'est là où tu voulais être, à l'hôpital, parce que j'aurais pas voulu être dans cet état-là chez moi. J'ai dit, ben lâche, voilà, les gens sont autour de toi, ils feront ce qu'ils ont à faire, et puis bah, inquiète-toi de rien, en fait, ça va le faire. Et je lâche prise, en fait, et je commence à m'allonger. Et bon, bah, c'était très difficile, plus je m'allongeais, moins je pouvais respirer, ça confirmait ce que je pensais. Et puis ben, d'un coup, j'ai pas eu souvenir d'avoir posé la tête complètement sur la table d'opération. Là, il s'est passé quelque chose d'assez... pas inhabituel, c'est que d'un coup je me suis ressenti de nouveau assis sur la table, comme si j'avais lutté, en fait, j'avais voulu m'allonger et me relever. Sauf que le souci dans tout ça, c'est que je me sens de nouveau assis sur la table, alors débarrassé de ma douleur. C'est un truc, c'est vraiment incroyable, quand ça fait 5 jours qu'on souffre, parce que c'est vraiment une souffrance, hein. C'est des brûlures, c'est des... Enfin voilà, le mal à respirer, étouffer, c'est une sensation qui est... À chaque respiration que tu prends, tu te demandes si tu vas pouvoir prendre la deuxième. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà. Et puis là, ben, du coup, je me retrouve assis, débarrassé de toutes ces lourdeurs, toutes ces... Voilà. Le seul souci, c'est que je ne vois plus rien, mais tout est blanc autour de moi. Voilà, tout est blanc. Et je me sens immédiatement apaisé, voilà, détendu, il n'y a pas de souci. Je prends le temps d'une réflexion presque, c'est assez étrange, mais voilà, j'ai une sensation, voilà, de... Voilà, je me dis, tiens, tu es comme ça et pose-toi. Et je m'aperçois, là, comme je vous parle, voilà, je suis en train de bouger mes mains, et j'étais vraiment comme ça, sur la table, à essayer d'attraper des sensations, voir des choses. Je me dis, c'est curieux, je sens que j'ai des mains, mais je ne les vois pas. Je sentais simplement le courant d'air filer entre les doigts. Même mon bras, enfin, tout se déterminait, mais juste le mouvement, voilà, je sentais une petite résistance, mais c'était vraiment... Voilà, quelque chose comme ça. Et là, d'un coup, je me suis dit immédiatement, oh là, mon gars, tu vois blanc, tu ne te vois plus, t'es bien, eh ben, je pense que t'es passé de l'autre côté, t'es mort. Et ça, c'est assez curieux, quoi. C'est vraiment tout de suite, j'ai eu cette sensation-là. Et là, d'un coup, ben, j'ai eu envie de voyager, de faire tout un tas de choses. Parce que je me suis aperçu que cette lumière-là, en fait, j'étais cette lumière n'était pas que moi, mais tout. Enfin, c'est comme Tonton expliquait souvent aussi, j'avais l'impression de connaître tout sur tout, de voir, de pouvoir aller où je veux, à l'instant où je le voulais, me poser une question, et avant même de voir fini de poser la question, j'avais déjà la réponse, mais sur des choses qui me sont étrangères, en fait. Et j'ai ramené quelques souvenirs, parce qu'on m'a permis après plus tard de pouvoir en parler, et je pense que c'est ça qui a permis à les enregistrer dans mon cerveau. Mais toutes ces sensations-là, j'ai pas pu les ramener avec moi. Alors j'ai eu récemment une explication à ça, c'est que l'état physique dans lequel j'étais était très faible, et je pense que le cerveau n'était pas assez irrigué, assez en forme pour pouvoir intégrer tous ces souvenirs-là. Enfin, c'est l'explication que j'en ai, mais de vagues souvenirs, je peux dire que j'aurais pu avoir devant moi une équation que les plus grands scientifiques du monde cherchent à résoudre depuis des siècles.
Et juste, tu prends la craie, tu marques le truc en bas, tu dis ouais, salut les gars, voilà. C'est Fukushima, on dit voilà, il y a des fuites, il y a des trucs, tu as l'impression dans cet état-là que tu peux faire ça. Voilà. Là, ça y est, c'est réglé, tout est. Voilà, c'est des sensations qui sont alors extraordinaires, mais je ne les ai pas précisément dans la tête, puisque voilà, je pense que mon cerveau n'a pas été assez fort pour enregistrer tout ça, quoi. Voilà. Donc suite à ça, je me suis amusé tout de suite de ça. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui fonce un peu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre devant moi, bon, je sens que c'est pas si mauvais que ça, donc j'y vais. Je vais essayer de voir un peu ce qui se passe, sans peur, sans contrainte, sans rien. Donc je me suis dit, tiens, j'aime bien depuis le début, depuis tout petit, le Mexique, je suis attiré par les Mayas, par les choses comme ça. Je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de pouvoir voir si le soleil brille sur les pyramides au Mexique. J'ai pas eu le temps de finir d'avoir cette envie-là, que je me suis retrouvé immédiatement là-bas sur place. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi un souvenir qui me gêne un peu, parce que après, je peux vous dire, j'ai eu envie d'aller sur la Lune, et puis d'un coup, paf, non. Moi, je suis resté en tout cas sur des lieux terrestres. Mais ça, ce souvenir-là, je peux pas le prouver, je peux pas le... Voilà. Donc c'est des souvenirs qui me gênent un peu, mais il y a toujours une image qui me plaît bien, et j'aime bien la redire encore, c'est que quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression d'arriver comme ça sur le côté, glisser et finir par être assis sur une pierre, peut-être la première marche d'une pyramide. Et à mon arrivée, en fait, j'ai vu une petite fleur jaune. Dessus, il y avait un papillon blanc. Alors, non, ne me demandez pas pourquoi ces couleurs, mais c'est rigolo. Mais c'est quand je suis arrivé, le papillon s'est envolé. Alors j'imagine que c'est le courant d'air que j'ai déplacé, ou je sais pas, ou ça l'a gêné dans ce qu'il est en train de faire. Mais juste voilà, je suis resté là-bas le temps de voir ce papillon-là décoller de cette fleur, parce que je m'étais aperçu, en regardant, en faisant 380 degrés, qu'effectivement il y avait du soleil sur les pyramides. J'étais satisfait de ce que je venais de voir, ça avait répondu à ma question, et je suis de nouveau retourné, mais à une vitesse hallucinante, dans cette lumière blanche, donc dans cette espèce de cocon. Pour moi, de là où tout part. En fait, c'est un peu comme si tu étais dans une salle d'attente, voilà, puis après, tu as toutes les portes et tu peux aller comme ça. Donc, suite à ça, en fait, je naviguais un peu partout, je me faisais plaisir dans tout ça. Il n'y a que ce souvenir-là qui me reste, quoi. Mais vraiment, voilà. Au niveau des souvenirs qui, pour toi, ne sont pas validés parce que tu n'as pas pu avoir quelque chose de tangible derrière. C'est ça. Hein? Et on arrive encore, moi, personnellement, je sais, pour faire des groupes de parole avec justement des expérienceurs, on arrive aussi à douter de nos ressentis, de nos souvenirs, parce que c'est tellement extraordinaire, et le fait d'en parler, ça fait du bien. Vous imaginez même pas, là, en fait, voilà, le bien que vous me faites de m'écouter. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre la chose, parce que c'est difficile aussi à assimiler tout ça. Voilà. Donc moi, personnellement, en tout cas, je cherche toujours, quand je vais parler de quelque chose ou d'un souvenir que je suis censé avoir vécu, je vais essayer de regarder autour si je peux vraiment prouver ce que je suis en train de dire, rien que pour moi déjà. Parce que si demain on me dit, ben non, ça c'était de l'hallucination, je serais quelque part un peu déçu, vraiment. Mais voilà, pour l'instant ça reste comme ça, et donc c'est plutôt très bien. Mais on cherche toujours, en tout cas je cherche toujours à essayer de prouver ou de chercher, à valider ce que je suis en train de raconter, quoi. Voilà. Alors ça, c'est le souvenir que tu n'as pas pu prouver, mais par contre, il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'ai pu prouver. Oui, donc tu entends là les voyages que j'ai faits chez moi. Et, chez voilà. toi. Donc, je vous disais, là, je me promenais un peu là-dedans, j'appréciais vraiment, et j'étais vraiment bien. Et là, j'étais seul. À quel moment j'ai pensé que j'avais une famille, que j'étais mort, que si, que ça. J'étais vraiment là pour moi et j'étais bien. Ce que j'avais vécu sur Terre m'intéressait absolument plus. C'était vraiment éjecté, mais alors d'un coup de pied, vous imaginez même pas à quel point. Voilà, et je profite de l'ambiance dans laquelle je suis. Et là, suite à ça, en fait, j'ai été amené à rencontrer mon grand-père.
Donc mon grand-père paternel qui est décédé en 1984. Donc j'avais 8 ans, je n'avais pas plus de contact que ça avec lui, hein. Mais c'est lui qui est venu me voir en me tapotant l'épaule, en me disant écoute mon petit gars c'est bien, t'as l'air d'apprécier le truc mais t'es pas là pour ça. En tout cas c'est pas le moment. Et il a eu un peu de mal à ça parce que je dis ah ben ça va, attends regarde, voilà, enfin c'est vraiment bien et tout, donc pas surpris de le voir un instant en fait, hein, voilà, pour moi c'était intégré, voilà, j'étais de l'autre côté, c'était super. Et donc il me dit non mais là il y a un souci, c'est que voilà, c'est pas encore maintenant. Alors suite à ça en fait il m'a amené comme j'appelle à être, ou en tout cas à être dans un conseil. C'était une grande table, enfin je vais ramener ça comme message, mais c'était peut-être pas forcément une table, mais vous imaginez une grande table, il y avait que des visages, parce que bon, du coup, les entités ou les choses comme ça, les médiums pourront vous en parler, on les voit pas comme on vous voit là, mais par exemple, vous avez un bracelet, et on sait qu'on peut vous reconnaître avec ce bracelet-là, bon, on verra votre bracelet, on saura que c'est vous, enfin voilà, il y a un regard, il y a un ressenti, il y a des choses comme ça. Donc là, je vais vous dire qu'on voyait, je voyais les images, mon grand-père, je voyais que son visage. Et pas son visage sur la fin de vie, il devait avoir une trentaine, quarantaine d'années. Je pense pas l'avoir connu à cette époque-là, mais enfin bref, ça c'est pas important. Mais il s'est montré sur son plus beau, voilà, il était en forme et tout ça, enfin voilà, il y avait... Après, autour de cette table-là, que des personnes que j'ai connues moi, donc de ma famille, des gens donc décédés, et donc on sait être très loin, il y a même... Donc j'arrive pas à ramener tous les visages, parce que probablement c'est des visages que j'ai pas connus de mon vivant, mais je suis persuadé que si je travaillais un peu là-dessus, je pourrais dire tiens, il y avait cette personne-là, bah oui c'est un grand-oncle, hein. Donc voilà, c'était vraiment des gens qui ont fait partie de ma famille ou mon entourage proche. Et là on m'a amené en fait à lire 2 livres. Alors c'est pareil livre, hein, c'est juste pour expliquer que c'est quelque chose qui va évoluer comme ça devant vous, et chaque page, en fait, c'est millième de seconde de ce que vous avez vécu depuis votre naissance. Et même, on peut même descendre encore en dessous, parce que le temps, en fait, quand on est de l'autre côté, le temps n'existe plus. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose. Mais ce livre est très, 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 très précis. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, en fait? Il y a tous vos actes. Donc en l'occurrence, c'était les miens. Tous mes actes. Et donc du coup, on feuillette ça assez rapidement. On passe sur les événements qui ne sont pas forcément significatifs, hein. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Donc du coup, voilà, on y va. Puis là, d'un coup, ça s'arrête. Ah, ça s'arrête sur quoi? Je regarde. Ben, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Tiens, à 15 ans, t'as volé un vélo. Voilà, c'est pas forcément formidable. Bon, je me place là-dedans. Je dis, ah ouais, c'est pas vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et puis ça va plus loin que d'avoir volé le vélo. C'est-à-dire que je vois la personne à qui j'ai volé le vélo. Je vois vraiment tout le chemin qui a fait que la décision que j'ai prise a forcément été mettre en cascade la vie de l'autre. Et ça, c'est terrible, parce que là, je vous dis, je sais pas cet exemple-là, j'ai pas volé de vélo, hein, attention. Ça, Mais admettons que ça soit ça. Donc j'ai volé un vélo. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que la personne, son vélo, elle s'en servait pour aller travailler, je vous dis comme ça, hein. Elle a été en retard, elle a été licenciée, elle a été, voilà, elle galère, machin, et voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait moi. Et puis après, on me montre si j'avais pas volé le vélo. Donc cette personne qui évolue dans sa vie, qui est heureuse, qui est ci, qui est ça, voilà. Et là, d'un coup, on se place là-devant, on se dit, bah, t'aurais peut-être dû faire autrement quand même, parce que là, il n'y a pas qu'une rigolade avec un vélo, en fait, t'as embarqué quelqu'un d'autre. Et puis, cette personne-là a forcément autour d'elle des gens aussi, donc elle va les influencer aussi en rapport à ce vélo. Enfin bon, c'est un truc de... C'est abracadabrant. Si on était amené à voir rien qu'une de ces pages-là tout de suite, on se ferait mal à la tête. Parce que ça part vraiment dans tous les sens, et c'est d'une précision incroyable. oui, de voir toutes les conséquences du moindre de nos actes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, donc, bah, tu continues à feuilleter ça, et voilà, et là, d'un coup, alors je vois ma vie, hein, forcément, mes enfants. Ah mince, tiens, j'ai des enfants. Et c'est vrai. Hein. Voilà. C'est vrai que j'en ai. Mais à la page des enfants, voilà, je redécouvre que j'ai des enfants. Ah ben intéressant, ouais, voilà, alors qu'est-ce que t'en as fait? Ah, oui, t'as fait ça. D'accord. Alors, avant ça, je vous disais, j'étais dans le travail, j'étais un peu dans la connerie, quoi, en fait, parce que j'ai eu des enfants, et avant 2009, je les ai pas vus grandir. J'étais souvent, je m'amuse à dire ça, j'étais une carte bleue pour eux, c'est-à-dire que ben, ils manquaient de rien.
Il y avait de l'argent, il y avait ce qu'on voulait, des jouets, des trucs, voilà. Mais il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de... Voilà. Et du coup, on feuillete ça. On se dit, ben ouais, t'as fait des enfants pour ça, mon gars, ben écoute, voilà, c'est un peu misérable. Ça, puis d'autres choses, hein, voilà. On restera simple là-dessus. Et donc, du coup, là, ma décision de rester où j'étais commence déjà un peu à s'ébranler, en fait. Parce que moi, je voulais absolument rester où j'étais. Le grand-père disait, non, non, mais là, j'ai non, non, moi, tiens, je suis là ici, mais c'est vraiment bien, quoi. Qu'est-ce que tu veux partir d'ici? C'est aussi ça qu'il faut comprendre, hein. Vraiment. Une fois qu'on est de l'autre côté, alors on est bien, on est bien. Donc, du coup, voilà, ça peut apaiser certains, vraiment. C'est comme ça qu'il faut considérer cette chose-là. D'ailleurs, tous les expérienceurs, je pense parler en leur nom sans trop me tromper, je vais vous dire, moi honnêtement, j'attends la mort. Alors, il faut mettre des points là-dessus, hein, c'est-à-dire que ça m'a fait apprécier la vie de retourner, là, donc je suis en train de vivre, et puis j'essaye de vivre le maximum de choses, de me remplir de tout un tas de choses. Mais la mort qui me faisait peur avant me fait plus peur. Et si vous voulez, voilà, je pourrais facilement repartir, s'il le souhaitait, là, maintenant, devant vous. Ça ne me gênerait pas, outre, voilà, mais j'aurais encore besoin peut-être d'appeler mes enfants pour leur dire que je les aime parce que voilà, je l'ai pas assez fait. Enfin voilà, il y a toujours un tas de trucs comme ça. Mais moi, personnellement, voilà, je suis débarrassé de tout ça. Et qu'est-ce que je disais là-dessus? Je sais plus. J'ai un truc, je me perds tout le temps. Ah, ça, c'est la tête, ça. Ah voilà, ça y est, bravo. Donc du coup, on est tellement bien que voilà. Là, il commence à. Je vois des enfants qui ont été mis au monde et puis parce que je l'ai souhaité. Et ce que j'en faisais, c'était pas vraiment ce qu'il fallait en faire. Donc du coup, voilà, je commençais un petit peu à me dire, ah ben, il est en train de me dire que c'est pas le moment et tu peux y retourner. Donc d'un coup, c'est comme si on vous donnait l'occasion de, voilà, on t'a fait une connerie, mais tiens, regarde, c'est pas grave, tu vas pouvoir rattraper. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou tu restes? Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je peux pas rester dans ce bien-être-là, en les laissant comme ça ici. Surtout qu'on me donne la possibilité d'aller un petit peu changer tout ça. Donc voilà, je finis mon livre tranquillement comme ça, et avec quand même un petit peu ce truc-là. Et maintenant, on m'amène 2 autres livres. Et on me dit, bon, ben, tu vas finir sur ta décision, on va dire un livre où tu décides de rester ici, et un livre où tu repars. Alors c'est pareil, bon bah super, vas-y, alors bon bah je reste ici, donc je fais des tas de trucs. Et ça c'est des choses que j'arrive pas à me rappeler, mais je rappelle simplement d'avoir vu mes enfants, et dans des situations assez, voilà, je vous laisse imaginer, un gamin d'1 an qui perd son père, ma fille avait 5 ans, enfin voilà, ils évoluent comme ça, sans père, sans, voilà, enfin, donc il y a tout un tas de soucis qui vont se greffer par rapport à cette situation-là. Donc je regarde ça, ça me plaît pas plus que ça, mais je sens que moi de mon côté je serais bien, mais eux seraient pas bien, quoi. Et il y a ce fameux autre livre là dans lequel je décide de revenir et d'évoluer avec eux et d'essayer de rattraper au maximum un peu ce que j'ai fait un peu de travers, quoi. Et pour vous dire que depuis 2009 en fait j'essaye, et je dis bien j'essaye parce que je dis pas que j'y arrive toujours, mais voilà, à essayer de lire le 2e livre, c'est-à-dire d'évoluer avec mes enfants, mes amis, le plus sereinement possible, et croquer la vie à pleines dents, c'est-à-dire que tout ce que je veux faire, je le fais, tout ce que je veux pas faire, je le fais pas. Alors ça peut créer des problèmes autour de soi, parce que non, non, moi ça me plaît pas, voilà. C'est la politique, par exemple, voilà, ça m'intéresse pas, je laisse ça, voilà. Maintenant, j'évolue avec les autres, hein, c'est pas de problème. Mais voilà, je ne mets pas d'énergie dans ce qui ne m'intéresse pas. Donc ça peut paraître un petit peu voilà, étrange pour certains, mais moi je vis beaucoup mieux depuis que je réalise que ma vie est là, quoi. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, tu nous as pas parlé justement des épisodes que tu as pu valider après. Ah oui, non, il parle, puis il dit rien en fait. Ah oui. Et je pense que ça, c'est quand même intéressant. Ah bah oui, d'accord, excusez-moi. Oui, donc dans cette lumière-là, en fait, donc suite au livre, j'ai eu envie de revoir mes enfants. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme les pyramides, je me suis retrouvé chez moi. Alors c'est un petit peu curieux, c'est que c'est un souvenir à 2 tranchants, c'est qu'il y a une partie qui est extraordinaire, puis une partie qui a été vérifiée, en tout cas
Ma compagne de l'époque en a témoigné, donc du coup, voilà, moi, ça me rassure, c'est qu'elle a vécu la même chose, mais de l'autre côté. Enfin, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que je suis arrivé chez moi, j'ai eu envie de voir mes enfants, et donc j'ai une maison, et devant, on a un petit jardin, il y avait 6 pieds de tomates de plantés, il devait faire 8 cm de haut, enfin voilà. Et je suis arrivé donc par là, comme un courant d'air, et je suis arrivé dans les pieds de tomates, et je les ai pas vus comme je vous vois vous, mais j'ai vu les molécules. J'ai vu leur composition. J'ai vu donc je pouvais reconnaître la tige, des feuilles, des fruits. Je passais mes mains dedans comme ça et donc j'étais dans la construction moléculaire de cette plante. Et j'ai su tout de suite qu'elles allaient être en pleine forme et qu'elles allaient nous donner de beaux fruits. Et ça a été immédiat. Je me suis dit non mais c'est bon, les pieds de tomate, tu t'inquiètes pas, ça va. Et après ça, je me suis dit de toute manière, si ça allait pas, tu viens là-dedans, tu bidouilles un peu et tu fais en sorte que ça aille. Et c'est curieux, c'est que voilà, j'ai vraiment eu cette sensation-là de pouvoir intervenir moléculairement sur les choses. Une espèce de sensation de toute puissance finalement. C'est un peu ça, oui, parce que tout ce qui m'entourait comme ça était très 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 lumineux. C'était tous des petits points, donc tu imagines toutes des petites choses qui s'imbriquent les unes aux autres. Et puis ben, je passe, par exemple, je serais passé à travers quelqu'un, et ben d'un coup, tu sens qu'il y a un problème, voilà, tu replaces les choses et tu t'en vas et tout va bien. Alors ça, c'est assez extraordinaire, mais je ne peux pas vous raconter autre chose que ça, puisque c'est ce que je ramène de l'extérieur de ma maison. Après, une fois que je suis rentré à la maison, en fait, toutes ces molécules-là se sont transformées comme je les vois là aujourd'hui. Derrière les murs, la table, les enfants, voilà, tout le monde était attablé. Et à ce moment-là, en fait, c'est assez curieux parce qu'il y a eu un orage. Et donc ils se sont retrouvés dans le noir, les enfants avaient peur du noir, en fait. Moi, je me plaçais debout dans la cuisine et j'étais en train de leur dire, bah, vous inquiétez pas, il y a des bougies là sur le côté de la gazinière avec des allumettes, vous allumez ça et c'est réglé. Et tout le monde restait dans ses peurs, dans ses angoisses, et on voit rien, enfin personne m'écoutait quoi. Donc je pestais même à dire, non mais ça va quoi, enfin je viens de vous dire où il y a les choses, donc vous inquiétez pas. Et je suis reparti directement dans cette lumière après ça, parce que je voyais que personne m'écoutait. Et pour la petite histoire, quand je suis sorti du coma, donc j'étais branché de tous les côtés, on me donnait une ardoise pour pouvoir communiquer. Donc j'écrivais en phonétique, mais la première chose que j'ai dit à ma compagne, je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que je te parle, va quand même falloir te mettre à écouter ce que je dis. Parce que la dernière fois, je t'ai dit où étaient les bougies et les allumettes, et non, personne ne m'écoute, tout le monde reste, il n'y a rien qui change, tout est comme ça. Et là, elle ouvre des yeux grands comme ça, elle me dit, qu'est-ce que tu me parles de quoi? Je lui dis, oui, je suis venu avec l'orage. Alors c'est curieux, hein, bon, après c'est elle qui m'a raconté ça après. Hein. Du coup, voilà. Mais je lui aurais dit, je suis venu avec l'orage. Et elle me dit, c'est curieux parce que ça fait 4 jours que tu es ici, à l'hôpital, voilà, entre le ciel et la terre. Et elle dit, effectivement, l'autre soir, il y a eu un orage, on s'est retrouvés dans le noir, les enfants étaient autour de la table, tout le monde a eu peur. On a senti comme une espèce de présence, un truc, mais bon, sans plus. Et donc ça, c'est un premier souvenir que j'ai, moi, que j'ai ramené, et que du coup, quelqu'un d'autre a confirmé. Avoir vécu, voilà. Après, il y en a eu un autre, j'étais derrière ma maman, elle est là, dans le public. Et en fin de compte, je me suis retrouvé derrière elle, elle était chez notre médecin traitant. Donc c'est un cabinet, il y a un couloir, vous imaginez le médecin devant sa porte de cabinet. Donc elle était en conversation avec le médecin, et sur la gauche, il y avait la secrétaire qui était comme ça, en train d'écouter la conversation. Et puis, ben, elle était un petit peu inquiète, hein, on va dire ça comme ça. Donc elle traitait, c'est un grand mot, ouais. Le médecin incompétent, si j'étais dans cet état-là, c'était à cause d'eux, il ne savait rien faire, enfin. Et j'étais derrière elle, et je disais, mais non, c'est pas lui. Parce que c'était un autre médecin que j'avais vu. Donc je lui dis, lui, te libère pas sur lui, te vide pas sur lui, ça sert à rien, c'est pas lui, il est pour rien. Et d'ailleurs, il était comme ça, il écoutait comme il pouvait, hein, voilà. Et poliment, il prenait. Et puis pareil, je dis, mais c'est pas possible, quoi. On parle, personne n'écoute. Je suis derrière elle, je lui dis, non, c'est pas lui, elle continue. Et hop, après, ça me renvoie dans mon espèce de cocon, là dans lequel on est bien, dans la lumière. Et voilà les deux souvenirs que j'ai qui sont très importants pour moi, parce que d'abord, les deux personnes qui l'ont vécu
me l'ont confirmé, et voilà, donc du coup c'est assez étrange. Alors j'ai été amené à un moment donné à douter de ces deux souvenirs. Pourquoi? Et c'est mon père qui m'a fait douter, il est là aussi. Mais il m'a dit, j'entends ce que tu dis, c'est bien gentil, mais donc tu parles de une première fois le soir à la maison avec les enfants et tout ça, donc le soir. Et puis tu parles d'une autre fois, la journée, avec ta mère chez le médecin. Alors, si tu sais compter, il y a jour, bien nuit. Ah, j'ai dit, ouais, c'est pas bête. Et du coup, un arrêt cardiaque, c'est 30 secondes, 3 minutes, enfin bref, c'est pas 2 heures. Et du coup, ces souvenirs-là se sont un peu effacés, parce que je dis effectivement, elle a raison. Alors, c'est peut-être une hallucination, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et ces souvenirs-là se sont réellement remis en place dans ma tête. Quand? C'est quand j'ai été 6 mois après à l'hôpital pour faire un check-up, un espèce de contrôle. Et c'est là, j'ai eu le pneumologue devant moi, un jeune, hein, il était interne. Il m'a dit, écoutez monsieur, je me rappellerai de vous toute ma vie. Hein, c'est bien. Merci. Il m'a dit, vous êtes mon premier patient. Et il dit, j'en ai bavé. Voilà. Il dit, on a galéré pour vous maintenir en vie. Alors là, d'un coup, ça m'a ouvert les oreilles. J'ai dit, ah bon? Parce que moi, tout le long de l'hôpital, en fait, on m'a dit, non monsieur, vous n'avez pas fait d'arrêt cardiaque, vous n'avez pas fait de... Voilà, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc tous ces souvenirs-là, si tu veux, si tu as des images de déplacement, tu as l'impression d'être mort et qu'on te dit que tu n'as pas eu d'arrêt cardiaque, il y a une question à se poser, quoi. Donc j'ai dit, bon, bah tout ça, c'est du délire, et puis on va laisser ça comme ça. Et lui, par contre, il m'a dit autre chose, il m'a dit, ben, en fin de compte, on vous a amené en salle d'opération à 22 heures, et puis pendant plus de 24 heures, en fait, on a essayé de vous réanimer, enfin, dans le sens où j'étais opéré du péricarde, le liquide qu'il y avait autour de mon cœur, ça a cédé en fait, donc il y avait une pression qui était très forte depuis je ne sais pas combien de temps, parce que 6 litres de liquide, je ne pense pas que je les fabrique comme ça en un week-end, mais il y avait une pression qui se faisait depuis je ne sais pas combien de temps, et quand ils ont opéré, en fait, le péricarde a lâché. Donc le cœur s'est retrouvé libre de ses mouvements, et j'ai eu après un souci de pression artérielle, et donc du coup, il me réanimait. Et puis je pense que ça devait tenir le temps de le dire, et puis je repartais de nouveau en arrêt cardiaque. Et ça a duré, donc lui m'a confirmé une bonne partie de la nuit et une grande partie de la journée le lendemain. Donc ce sur quoi mon père m'avait fait douter à ce moment-là, c'est revenu, parce que j'ai dit, bon effectivement j'ai fait des arrêts la nuit et la journée, donc du coup c'est possible. Et après je ne sais pas vous dire... à quel moment j'ai fait l'expérience de mort, ni pas, enfin, est-ce que je l'ai faite sur tous les arrêts cardiaques ou pas, ça j'en sais rien, enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très flou là-dedans, mais voilà. Voilà, donc c'était ces deux souvenirs-là qu'on voulait... Ouais, voilà. Et puis, quand tu es revenu à toi, tu as parlé tout de suite de ce que tu venais de vivre. Oui, parce que... Si tu veux, c'est ce que je t'explique, le cerveau apparemment a l'air... Enfin moi maintenant je le pense aujourd'hui. On a tendance à penser que la pièce la plus importante du corps humain c'est le cerveau et c'est ça qui nous permet d'être ce qu'on est. Moi aujourd'hui je pense tout à fait le contraire. Bon, après ça reste mon avis, mais le cerveau c'est quelque chose de... C'est une éponge en fait qui est très limitée, elle prend vite l'eau en fait et tout le reste. Donc énergétiquement il y a plein de choses qui se passent en dehors du cerveau et ça c'est clair. C'est bien pour ça qu'on parle de la méditation et on va s'ouvrir à quelque chose de plus... voilà. Mais c'est ça pourquoi déjà? Je sais plus, je me suis paumé. Si tu as parlé immédiatement de ton expérience. Voilà, heureusement que tu es là. Je serais tout seul, là, on serait mal. Hein. Alors, oui, j'en ai parlé immédiatement déjà aux infirmiers, donc avec les ardoises. Est-ce que j'ai fait des arrêts cardiaques? Et je vous ai dit pendant 4 jours, mais non. Et je pense qu'on me disait, mais non, même pendant que j'étais en train d'en faire. Parce que j'ai le souvenir de me nourrir de nouveau d'un yaourt nature, enfin c'est vraiment le truc. Et je me rappelle avoir levé le bras pour mettre la cuillère à ma bouche, et j'étais dans un aquarium, là, hein, tout le monde vous surveille, enfin voilà, ça clignote de partout. Là je les ai vus tous arriver en courant, et puis ça bipait grave derrière moi. Et d'un coup, le yaourt, je ne me rappelle pas l'avoir fini. Donc voilà, mais même derrière ça, il vous dit non, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Alors je pense que c'est pour aider le patient aussi à surmonter ce qu'il vit, quoi, je sais pas, mais pas l'inquiéter plus que ce qui devrait l'être. Mais moi, ça m'aurait plus aidé qu'ils me disent oui, vous avez fait des arrêts, parce que dans ma tête, du coup, ça tournait pas très rond, quoi.
Parce que quand tu as une forte impression d'être ou d'avoir été mort et qu'on te dit non, donc voilà, enfin, ça a été difficile. J'étais content de sortir de l'hôpital. Mais j'y suis resté quand même 4 mois, donc c'était un peu difficile. Ouais. Ah ben, je pouvais plus marcher, enfin voilà, j'avais oublié plein de choses. Et là encore aujourd'hui, j'ai des problèmes à me souvenir des prénoms, des dates, voilà, il faut pas me demander de prendre un rendez-vous. Enfin, heureusement qu'il y a mon agenda, puis il y a une alarme qui sonne, puis je suis le premier surpris. Ah bah oui, voilà, j'avais rendez-vous. Mais voilà, tout ça, ça a créé tout un tas de trucs assez étranges chez moi, quoi. Donc finalement, c'est quand ce médecin que tu as revu t'a confirmé que tu avais fait des arrêts cardiaques que tu as été convaincu de la réalité de ton expérience. Voilà, il y a ça. Donc je suis revenu avec ça, je me suis dit, bon, je suis peut-être pas aussi fou que je le pensais. Et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ça. Et le déclencheur aussi, c'est Nicole Dron, donc je sais que tu la connais, après je sais pas si vous la connaissez. Elle a fait une petite vidéo, c'est 45 secondes d'éternité, dans lequel elle raconte... Oui, un livre, oui. Ouais. Dans lequel elle raconte son expérience. Alors c'est une dame bien rangée, enfin voilà, tu sais, elle fait sérieuse. Voilà. Et j'étais derrière la télé, et je dis, c'est bizarre, c'est qu'elle a un discours que je pourrais tenir, en tout cas que j'ai tenu il y a quelques temps. Et elle fait sérieuse, quoi, parce que moi, à la limite, quand on me regarde, on dit, ouais, il est mignon, et puis il nous raconte ce qu'il veut, voilà. Mais là, c'était quelqu'un de très rangé, et je dis, si elle ose parler de ça, alors moi, je vais le faire aussi, parce qu'il n'y a aucune raison que je reste avec ça. Donc je me suis de nouveau mis à en reparler, mais c'est ma compagne de l'époque, quand même, il y a un truc hallucinant, qui m'a dit, regarde, on regardait le reportage, alors j'étais là, voilà, à moitié happé par Elle me dit, tu te rends compte, c'est ce que tu m'as dit il y a 6 mois. Et c'est elle qui a forcé le souvenir à revenir, en fait. Parce que même moi, devant la télé tout seul, j'avais même pas fait ce rapport. C'est elle qui m'a dit, écoute, ce qu'elle dit, c'est ce que tu disais à l'hôpital. Et je lui ai dit simplement tout de suite derrière ça, je dis, alors là, oui, effectivement, tu as raison, mais j'ai cru que j'avais rêvé. Donc c'est-à-dire que tout ce que j'avais vécu et pendant 6 mois, j'ai rangé ça dans ma tête et comme si j'avais fait un mauvais rêve, quoi. J'étais même pas conscient de ce que j'avais vécu médicalement. Enfin voilà, tout s'était effacé, voilà. Donc en parler, après forcément on se met à en parler beaucoup. Enfin en tout cas je me suis intéressé à ça sur internet et j'ai pris contact avec l'association. Alors je sais jamais la dire, tu peux la dire pour moi? C'est Yons. Voilà, tu le dis bien toi. Donc c'est une association qui va justement regrouper toutes les expériences de mort imminente en France. C'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis. Oui, et ben du coup, il y a un petit encadre. Si vous avez vécu l'expérience de mort imminente, vous cliquez ici. Donc j'ai cliqué ici. On m'a envoyé un questionnaire qui fait 60 pages. Donc là, ils sont gentils, mais 60 pages, 60 questions. Il y a un truc avec le 6, mais j'ai mis 7 mois pour répondre. Parce que du coup, moi j'ai fait ça dans ce but. Alors je voulais que ce soit des scientifiques qui me posent des questions qui s'intéressent à ce que j'avais vécu. Uniquement pour qu'ils me disent, mon gars, t'as fabulé, on va te montrer pourquoi t'as fait ça et ça et ça. Voilà. C'était vraiment pour mettre des mots sérieux sur ce que j'avais vécu. Bon, je remplis mon petit questionnaire et puis voilà, je l'ai renvoyé. Et puis petit à petit, du coup, on fait des rencontres, on s'ouvre à tout ça. Et puis là, je suis amené à faire avec la Voix du Cœur des groupes de parole, d'expérienceurs, donc c'est toujours intéressant de se retrouver. Ça fait pas caste, mais voilà, ça fait du bien aussi d'en parler parce que certains vont trouver ça génial, d'autres un peu limite. Enfin, en tout cas pour nous, il faut savoir que c'est très difficile à assimiler. Oui, donc après ça, tu as eu du mal dans ta vie de tous les jours à reprendre ta vie professionnelle, familiale, tout ça? Oui, j'ai tout mis par terre. Parce que quand je suis revenu de cette expérience-là, toutes mes croyances, non croyances pas religieuses, mais voilà, tout ce que je m'étais construit sur tout un tas de choses et je me suis aperçu que la vie, elle était absolument pas là où je la voyais. Donc mon couple en fait de l'époque est parti rapidement en confiture parce que moi j'avais simplement comme message. Alors ça aurait pu le faire aussi avec ma famille, mes parents, peu importe, tout mon entourage. J'avais uniquement ce discours-là de dire je suis là aujourd'hui uniquement pour mes enfants. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc forcément, ma compagne de l'époque
a vite été chercher sa place ailleurs, ce qui est logique. Et donc je continue à évoluer comme ça. Je me suis ouvert un peu plus que mes enfants, ça c'est clair, mais en tout cas ce que je vivais à l'époque, voilà, c'était vraiment ça. Je suis revenu pour mes enfants. Mon travail ne me plaisait pas, et si je sors de l'hôpital, je change complètement. Donc j'étais dans la sécurité, je gagnais bien ma vie. Comme je vous dis, j'avais des appartements en location, enfin on faisait un peu à petite échelle, mais marchand bien, enfin voilà, ça allait bien. Et ben j'ai tout mis ça par terre pour faire potier céramiste. Alors ça en a surpris plus d'un, mais voilà. Alors effectivement, les revenus, ils ont fondu comme neige au soleil. Ma vie aujourd'hui, elle est complètement différente par rapport à ça. Je suis un peu plus ouvert, vous l'imaginez, sur tout ce qui va concerner la spiritualité. Mais je suis heureux de changement. Je regrette absolument rien. Je vis des choses aujourd'hui qui sont ce que j'ai envie de vivre. Alors même si ça paraît de l'extérieur quelque chose de complètement ridicule, en tout cas pour moi ça me va. Et aujourd'hui je suis bien dans ma vie. Et ça c'est important. Je joue plus un rôle en fait, je suis vraiment moi, et évoluer dans ce sens-là c'est vraiment bien. On ne s'intéresse plus à ce que l'autre va penser de nous. Je fais ce que j'ai à faire maintenant. Si je plais c'est bien, si je plais pas, je peux pas plaire à tout le monde. Et puis voilà. Et j'appréhende les autres comme ça aussi, c'est-à-dire que les gens qui m'intéressent, voilà, je suis prêt à avancer avec eux, il n'y a pas de souci. Et puis ceux qui ne m'intéressent pas, je les laisse pour ceux qui aiment ça. Et ça me va très bien. Alors tout de suite après, tu as quand même une période difficile sur le plan psychologique. Psychologique, voilà. Oui, ce qu'il faut dire. Comment tu t'en es sorti? Eh bien justement en faisant tout ça, donc dans la tête ça tournait pas très rond. Parce que tout ce que je croyais tombait par terre et je m'étais ouvert à quelque chose d'autre, mais c'était basé que sur ce que je venais de vivre. Et comme on n'est pas sûr à 100%, moi le premier, mon livre s'appelle L'heure venue, puis personne ne se posera la question, mais je me la pose encore. Peut-être que quand je vais retourner vraiment à la mort, ça ne sera pas ça, et je serai là, merde, en fait, c'est pas ça. Mais pour l'instant, je peux raconter que ce que j'ai vécu. Et puis dans la grande généralité, on appelle ça comme ça. Donc du coup, voilà, je prends ça pour ça. Et donc c'est très difficile. Et alors si vous voulez, c'est soit on décide de parler et on se dit les gens autour de vous vont me prendre pour un dingue. Mais d'en parler, ça fait du bien. Alors je suis parti du principe que si j'en parle pas, de toute façon, j'aurais fini très mal. C'est-à-dire j'étais prêt à avoir des médecins pour prendre des anxiolytiques, pour m'endormir un petit peu tout ça, parce que ça tournait vraiment très vite là-dedans. Et j'ai dit au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Donc j'ai décidé, plutôt que d'aller voir un médecin et puis prendre des anxiolytiques, d'en parler. Et puis maintenant, c'est tout mon entourage qui prend des anxiolytiques. Mais moi, je vais bien. Non, tout ça pour dire que voilà, j'ai préféré moi être bien. Et c'est ce que je vous dis souvent. Ça fait plusieurs fois que j'en parle de cette expérience en public. Il y a des fois, ça peut t'amener à perturber certains. Voilà. Je peux en parler, c'est pas le problème. C'est pas fait pour ça non plus. Je comprends, mais voilà. Moi, je peux pas dire autre chose aujourd'hui. Je peux pas vivre autrement aujourd'hui. Je me mentirais. Et puis je vous mentirais. Donc du coup, voilà. Moi, dans la vie maintenant, c'est comme ça. Et c'est ça qui m'a sorti de ce truc-là. Je me suis dit, c'est tellement léger en fait. C'est voilà, je veux pas convaincre qui que ce soit, mais voilà, je vous dis ce que j'ai vécu et pour moi ça va très bien et j'espère que ça va aider certains à se dire pourquoi pas, il a sûrement pas tort et puis à se mettre dans cette direction-là et que la vie elle est belle quoi. Voilà. Et justement, est-ce que tu as l'impression d'avoir compris quelque chose sur le sens de la vie? C'est qu'on est tous là pour vivre des choses. Alors le truc, c'est mon interprétation. Il faut comprendre que quand on est là-haut, on a tous été là-haut au moins 3-4 fois, je pense. Enfin, vous en parlerez un peu mieux tout à l'heure. Ça s'appelle les réincarnations, les choses comme ça. Quand vous êtes assis sur votre nuage, comme ça, regardez évoluer les terriens, voilà. Et vous décidez de retourner. Alors ce que je vous ai dit, là, moi je l'ai vécu déjà avec l'expérience de mort. Moi je pense que c'est déjà une réincarnation. Puisqu'on part et on revient.
Et admettons, si j'étais réellement mort, en voyant la situation dans laquelle je la laissais sur Terre, et ben du coup, j'aurais qu'une envie, c'est de retourner, en fait, pour pouvoir arranger tout ça. Et, pourquoi je te disais ça? Je perds la tête, hein, désolé. Le sens de la vie, Ah, c'était voilà, la question. voilà, ça y est. Alors, c'est le sens de la vie, pour être plus simple, c'est pas le sens de la vie, c'est le sens de votre vie. Et c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. C'est que ma vie, c'est ma vie, ta vie, c'est ta vie, et voilà, chacun. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu dans l'erreur, c'est quand on commence un peu à globaliser tout ça, ben ça va pas. Moi, ce qui me plaît, ça me plaît pas forcément, et voilà. Donc, moi, j'ai eu de la chance de vivre cette expérience-là. Pourquoi? Parce que ça m'a remis devant ma vie, c'est-à-dire le petit Gugus sur son nuage, et j'ai décidé donc d'être un homme, d'avoir des enfants, de me marier, de divorcer, d'être malade, chômeur, je sais pas quoi, peu importe. Parce que du coup, cette âme, on va dire, cette énergie-là, elle a besoin de venir vivre ça physiquement sur Terre. Donc je décide. C'est personne d'autre, c'est moi. Et quand je viens incarner, en fait, c'est pour ça que je dis, j'ai trouvé maintenant pourquoi les enfants ils crient quand ils naissent. C'est que déjà, ça doit être une douleur terrible, parce qu'on a parlé du départ, en fait, du corps, c'est quelque chose de très agréable, mais le retour, c'est quelque chose de bienvenue chez nous, quoi. Mais vraiment, tu regrettes tout de suite d'être là. Donc, Qu'est-ce que ça t'a fait à toi? alors, j'ai eu des douleurs là sur la poitrine. Donc après ça, on dit bon, peut-être qu'ils essayaient de me réanimer, truc. Donc j'ai pris des volts incroyables dans le. Puis c'est ça que ça m'a. Mais j'ai eu l'impression en fait que il y avait mon physique. Ça va être dur à vous expliquer, mais bon, on va essayer quand même. Et mon physique, moi j'étais derrière énergétiquement. Et c'est comme si quelqu'un était passé à travers mon physique et attrapé l'énergétique. Et hop, d'un coup, on vient remettre tout ça dedans. Et tout ça dedans, il faut comprendre que ben, c'est comme si tu voulais essayer de faire rentrer ben, tout le public dans ce verre-là. Tu y arriverais, et puis ça se passe en 1 millième de seconde, et tout le monde serait là-dedans. Alors je te laisse imaginer voilà, la douleur et les oppressions. Donc à savoir que l'incarnation, c'est quelque chose de très désagréable. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la vie, ben, c'est un petit peu sur la même ligne. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on est là pour vivre des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais il faut les prendre de la manière la plus juste, parce que n'importe quelle situation, en fait, elle est là pour vous faire apprendre quelque chose. Et si vous contournez ces choses-là, ben vous êtes amené à les vivre, et à les revivre, et à les revivre, et à les revivre. Donc, si tu veux, le sens de la vie, c'est toi qui l'as décidé au départ, donc ton chemin, moi j'appelle ça le chemin de vie. Et puis quand tu incarnes là, donc tu cries, tu souffres quand tu es enfant, d'accord, bébé. Et le souci là-dedans, c'est que tu oublies tout ce que tu as décidé de faire. Et après ça, on te balance là-dessus et dire, tiens, vas-y, c'est tout droit. Et à chaque fois, ben, la vie, elle va t'apporter tout un tas de situations. Puis ça serait simple si tu n'en as envoyé qu'une, mais apparemment, on est là pour jouer. Bon, il y en a, ça les fait pas rire, mais c'est comme ça, on joue. Et si tu veux, on va te proposer à chaque fois plusieurs solutions. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment se retrouver au fond de soi et de se dire, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Est-ce que je fais ça, ça, ça ou ça? Et après, c'est comme ça qu'on va se retrouver vraiment sur son chemin de vie. Et les gens tu vas les croiser, voilà, détendus, apaisés, sans problème particulier, tu peux être sûr qu'ils sont dans ce qu'ils doivent être. Voilà. Mais c'est pas forcément quelque chose de, comme on le disait tout à l'heure ce matin, je vais changer de travail parce que, bon ben, voilà, je touche beaucoup d'argent, mais je prends aussi des cachets pour supporter le fait que je me lève et que je vais bosser. Et ben, il y a peut-être une question à se poser, peut-être pas forcément dans le bon truc. Alors du coup, ben, ça peut faire peur, ça peut faire tout ce que tu veux, mais si tu déviens un peu, tu peux trouver vraiment ce pourquoi tu es fait, et puis d'ailleurs c'est toi qui l'as décidé. Et à partir du moment que tu es comme ça, ben, tout va s'ouvrir devant toi. Vraiment, quand il y a quelque chose qu'il ne veut pas faire, en fait, il faut se poser la question, pourquoi ça ne marche pas tout de suite? Ben, c'est peut-être parce que je ne dois pas ouvrir la porte tout de suite, là. Puis si tu l'ouvres, tu prends les balais, les machins, les trucs, voilà. Laisse quelqu'un d'autre le faire, tu vois. Et c'est comme ça, maintenant que je prends la vie. Alors, moi, j'ai de la chance, je me rappelle un petit peu j'ai vu 2-3 choses sur ma vie, on va dire, future, ça fait un peu magique, mais c'est comme ça. Sur ce fameux livre où je redescendais, je me suis dépêché d'aller lire un peu ce qui se passait, ça me plaisait, voilà, je suis redescendu.
j'ai vu quelqu'un qui était plus en accord avec... Et tu t'en souviens? Je m'en souviens. Donc on t'a permis de te souvenir de ça, pas de tout. Il a fallu forcer un peu. Mais j'ai travaillé un peu le muscle là-haut. Et... Non, il y a des choses que j'ai oubliées. Mais il y a des choses que je me souviens très bien, qui m'ont marqué. Alors, après, c'est bizarre, c'est que j'ai vu aussi mes enfants et leurs enfants. Enfin, voilà. J'ai pas souvenir vraiment de tout, mais il y a des choses très négatives qui m'ont marqué. Donc, du coup, voilà, je suis assez vigilant par rapport à ça. Et je pense que c'est ça aussi qui a marqué plus facilement. Sinon, je m'étais vu indépendant en tant que travailleur. Hein. Enfin, voilà. Mais dans quoi? Alors c'est pour ça qu'au début, je faisais un peu d'électricité. Là, je voulais être électricien. Après, non, je voulais être plombier. Je voulais être tout ce que tu veux, sauf travailler pour quelqu'un. Et puis, ben, par hasard, j'ai été amené à être dans un atelier de céramique, de poterie. Puis je dis, oh, ben, pourquoi pas? Puis voilà. Puis chemin faisant, en fait, voilà. Je me suis installé en tant qu'artisan. Ça n'a pas marché des masses, hein, forcément, mais j'étais, et en tout cas, je suis encore dans ce qui me plaît, donc ça me va. Et ça, je l'ai vu. Enfin, ça me posait un problème de travailler pour quelqu'un. Enfin, j'ai un problème avec l'autorité, moi. Donc, du coup, voilà. Et puis là, trouver une petite liberté, puis être quand même dans la société, t'es dans le travail, t'es dans le truc, mais t'es quand même un peu plus libre. Ça me convient mieux. Et donc, du coup, voilà. Je sais que je suis sur mon chemin. Et je le sais parce que, du coup, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a plein de trucs qui s'ouvrent. Et que tu galères pas pour... Voilà, les gens souvent disent, ouais, mais si j'arrête de travailler et la voiture tombe en panne, il va me manquer de l'argent. Essaye d'arrêter de travailler, puis attends que ta voiture tombe en panne et tu verras. Et il y a un copain qui est mécano, il va dire, ah c'est rien, ça regarde, c'est ça, tac, vas-y, démarre, paf, ça repart. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc, c'est que normalement, si tu es sur ton chemin, donc l'énergie, l'univers va envoyer tout ce que tu as besoin pour l'heure. Et voilà, si tu as besoin de 200 euros pour payer ton loyer, tu les auras. Voilà. Tu sais pas d'où ça sort, mais c'est comme ça. La mutuelle, elle te devait de l'argent depuis 10 ans, elle te le donne maintenant, tu sais pas pourquoi, mais voilà. Et du coup, tu es apaisé par rapport à ça et tu peux continuer à faire ce que tu as à faire. Donc c'est ça, c'est le sens à la vie, il faut pas le globaliser. Enfin, moi, ça reste mon avis. Il faut vraiment le prendre pour soi. Et votre vie, qu'est-ce que c'est votre vie aujourd'hui, quoi. Voilà, vraiment. Et puis vous posez là-dessus et vous remettre sur vos rails. Et puis en avant. C'est vraiment essentiel. Et laisser les autres faire leur vie. Ça aussi, c'est important. Donc les enfants, on retient pas. Non, tu feras telle étude, parce que si... Non, tu fais ce que tu veux, mais sois heureux, quoi. Et à partir du moment que c'est que tu es heureux, c'est que tu es sur ton chemin. Tu te poses plus de questions, tu n'as plus de contraintes, ouais, t'es bien. Enfin, il n'y a aucune raison de... Voilà. Tu peux être heureux sous les ponts et malheureux dans une maison de 600 mètres carrés, puis voilà, quoi. Donc il faut réfléchir à tout ça et prendre ça en considération. Moi, j'ai de la chance d'avoir touché ça du doigt, quoi. Mais alors, tu nous dis que tu es potier céramiste, mais pas seulement, parce que tu es magnétiseur aussi. Tu nous as pas expliqué comment t'en es arrivé là. Non. J'ai pas osé. Eh bien, alors ose. Alors justement, ça fait partie du soin, entre guillemets, c'est-à-dire mes 3 ans de tourment, en fait, ont été aussi accompagnés de Marilyn, qui est là présente. C'est une magnétiseuse sur Dijon. Je pense que certains la connaissent. Mais toutes ces questions, toutes ces peurs, toutes ces angoisses que j'avais, en fait, je les ai laissées chez elle, lors d'un soin. C'est-à-dire que ma compagne de l'époque, elle me dit, mais tu touches plus le sol, tout ça, donc il faut que tu voies quelqu'un. Bon, je parlais de psy, de choses comme ça, voilà, j'avais écarté ça. Elle me dit, je connais quelqu'un sur Dijon, tu prends un rendez-vous, et puis tu vois ce qui se passe, quoi. Mais moi, voilà, je suis désolé de le dire, mais pour moi, tout ça, c'était de la clownerie, c'était, tu vois, j'ai pensé ça de moi aussi au départ, voilà, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, n'importe quoi, enfin bref. En insistant un peu, je lui dis, écoute, toi, je suis ok, on va y aller, mais tu m'offres la séance. Moi, je paye rien, voilà. Il se passera rien de toute façon, donc c'est pour toi. Et puis on est arrivé, puis j'ai rencontré Marilyn, alors d'un coup, ça s'explique pas. Rien qu'un regard, en fait, on a l'impression qu'on est en face de quelqu'un qui va pouvoir nous aider. C'est curieux, mais c'est comme ça. Sans trop rien se dire, enfin voilà, on fait un soin, elle me fait asseoir dans son cabinet, et d'un coup, elle me dit des tas de trucs, je me demande d'où elle sort ça, mais ça me parle complètement, quoi. Et puis, finalement,
je finis par me détendre, et puis quand je sors de chez elle, je me dis merde, là t'as pris une sacrée claque, quoi. Parce que toutes mes pressions, toutes les choses comme ça, je les ai laissées vraiment chez elle. Elle m'a débarrassé de tout ça. Alors du coup, ben après, de fil en aiguille, comme on va dire, on a été amené à se revoir. Elle m'a ouvert un petit peu à tout ça, et puis ben, du coup, pour finir par me dire au bout de 3 ans, ouais, presque 3 ans, me dire bon écoute Fred, maintenant il va falloir que tu arrêtes de rigoler, puis tu vas faire des soins. Alors bon ben moi j'ai dit non mais c'est pas pour moi tout ça, c'est pas. Donc ça a été difficile aussi, j'ai écouté ce qu'elle a dit, je me suis mis en avant par rapport à ça, mais j'étais vraiment pas à l'aise. Et puis petit à petit, ben, j'avance là-dedans. Et puis ben, je vais très bien. Là, j'assume le fait d'être magnétiseur. C'est vraiment, le mot est fort, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre, en tout cas pour moi. Voilà. Je voulais pas être le charlatan supplémentaire dans la région. Donc c'était important pour moi d'y aller doucement et vraiment faire attention à ce que je faisais. Et puis ben, petit à petit, voilà, je me construis là-dedans et je m'épanouis mais alors à 200%. Parce que vous imaginez même pas à quel point le bonheur que c'est de croiser quelqu'un que vous avez magnétisé ou simplement aidé avec le sourire, les yeux bien ouverts, bien merci, parce que là ça va mieux, vous m'avez un peu aidé sur ci, sur ça. Ben, ça vaut tout l'or du monde, ça. Donc du coup, ben voilà, on essaye maintenant d'aider le maximum de personnes. Le fait de venir vous parler aujourd'hui, c'est aussi un peu ce but-là, c'est-à-dire de vous éveiller un peu sur la mort et peut-être de vous enlever des peurs pour que vous puissiez être plus à l'aise dans la vie. Et quand on apprécie, quand on n'a plus peur de la mort et qu'on apprécie quelque part ouais, cet état de mort, ben, on est beaucoup plus à l'aise dans la vie et on va beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà, on avance sans contrainte, sans peur et on va beaucoup plus loin, plus vite. Ouais. Donc c'est le message que tu donnerais aujourd'hui aux personnes qui n'ont pas vécu de NBA. Ouais, c'est n'ayez pas peur de vivre, surtout, parce que, comme je dis, hein, c'est la vie, la mort, c'est formidable. De ce que j'ai vécu, je vous ai dit, j'y retourne moi quand ils veulent. Et après ça, et ben la vie aussi. Et c'est pas pour ça que j'apprécie ou en tout cas que j'ai plus peur de ça, que je me donnerai la mort ou que je vais forcer les choses. Non. Je vais respecter aussi ce qu'on m'a permis de pouvoir revivre. C'est-à-dire que voilà, j'essaye aussi d'être le plus possible sincère dans ce que je vis aujourd'hui, parce que c'est pour moi une réelle chance. Hein. On disait ce matin, tiens, t'as quel âge? Voilà, je suis né en 1972, mais pour moi, je suis rené en 2009. Hein. C'est vraiment... souvent, je me dis, tiens, ça fait une paire d'années que tu devrais plus être là, quoi. Donc... voilà, la vie est formidable, même si elle est semée d'embûches, il faut vraiment penser à ça et c'est important. C'est là pour que vous appreniez quelque chose. Et c'est pas moi qui vais décider de vous faire une leçon, c'est vous qui avez décidé de l'apprendre la leçon. Vous avez eu besoin d'apprendre, voilà, le fait de, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, de vivre seul. Et ben voilà, et ben c'est comme ça et vous êtes dans votre chemin. Il ne faut pas essayer de se dire, ben non, c'est pas normal, c'est pas si c'est pas ça, non. Voilà, si c'est vraiment ça qu'il vous faut, eh ben allons-y. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, vous souhaitez l'expérience de mort imminente pour que ça soit un peu plus radical chez vous. Mais je pense qu'il y en a 2-3 qui ne vont pas apprécier. En parlant de souhaiter l'expérience, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont vécu la même expérience. Ah oui, non, mais j'ai vu des frères. Oui, mais peut-être que tu n'as jamais rencontré. Ce serait peut-être intéressant s'ils acceptaient de dire parmi le public, ceux qui ont vécu l'expérience. Levez-vous, vous enlevez la main. 1, 2, 3. 3 personnes. Vous voyez, c'est pas si rare. 1, 4. Christine, ça oublié. Bon. Donc, oui. Donc, sûrement le même message que toi. Pas forcément. Hein, c'est, dans le fond, enfin. Oui. Et, pas tout à fait le même, forcément. Et puis moi, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, je suis rentré là-dedans, moi, voilà, c'était la fête. Hein. Donc j'apprécie d'autant plus, et voilà, je peux avoir un discours un peu détendu, je fais le malin, voilà. Parce que ça m'a pas posé de soucis. Malgré tout, ces 3 ans-là, c'est une remise en question terrible. Hein. Donc j'étais
par terre. Hein. Oui, l'après Voilà. a été dur quand même. Voilà. Et quand j'étais par terre, je me suis dit, c'est soit tu restes comme ça, soit tu décides de... Alors, t'es pas revenu là pour ça, donc vas-y. Donc, une grosse remise en question quand même. Hein. Ça a été compliqué. C'est ça qu'il faut comprendre un peu quand même, mais ça va bien. Enfin, l'effort en vaut la peine, quoi. Donc, voilà. Donc, le message, ben, n'ayez plus peur de la mort, sinon ça va mal aller. Et non, mais c'est voilà. Il faut pas que ça soit quelque chose qui vous inquiète. Enfin, ça restera que mon avis, mais pour moi, la mort, c'est pas quelque chose qui va arrêter. Voilà, c'est autre chose qui va s'ouvrir et c'est encore bien plus agréable que ce qu'on a été amené à vivre ici. Alors, il faut respecter les deux. Donc, dans le respect, ben, ça me fait pas peur. Enfin voilà, je respecte, Même pas peur. mais même pas peur. Voilà. C'est quand vous voulez, les gars, mais enfin, vous attendez qu'on finisse. Non, mais voilà. Je sais pas, oui. On va voir s'il y a des personnes qui auraient des questions à te poser, peut-être. Hein. Allons-y. Des questions? Passe le micro, ça sera mieux. M. Moreno vient de dire, la mort est belle, c'est la paix. Pour des personnes plus ou moins évoluées, elles peuvent avoir recours au suicide, dire, puisque la mort est aussi merveilleuse, je mets la fin à mes jours. Je pense que ce n'est pas la solution. Et Oui, c'est pas la solution. pour faire une mission sur le suicide, on sera obligé quand même de C'est pas la solution parce que vous vous rappellerez de ce que j'ai dit au départ. Vous avez décidé d'un chemin de vie. Vous avez décidé de venir vivre quelque chose. Alors c'est pareil, le suicide, c'est quelque chose de sensible, hein, parce que beaucoup de personnes le vivent et voilà, c'est difficile. Mais peut-être que dans le chemin de vie de quelqu'un qui s'est suicidé, c'était comme ça qu'il avait prévu. C'était programmé sans suicide. Alors je dis probablement, je dis pas que tous les suicides c'est programmé, hein, mais je vous dis ça parce que je fais l'écriture automatique aussi à mes heures perdues. Et j'ai été amené justement à communiquer avec quelqu'un qui avait provoqué sa mort, d'accord? Donc moi j'étais un petit peu ennuyé parce que on a toujours tendance à penser que c'est quelque chose de très violent, enfin voilà, c'est quelque chose de très violent, voilà. Et bien lui au contraire il était très apaisé par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que je suis amené à penser que lui c'était sa décision à lui, et c'était comme ça que ça devait terminer. Et pourquoi? Parce que alors, probablement que ses parents devaient apprendre quelque chose, c'est-à-dire avoir un enfant et accepter le fait qu'il se suicide, qu'il se donne la mort. Et donc du coup, ça aussi, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui va venir. Vous avez probablement, alors ça peut paraître bizarre à dire, hein, mais vous avez peut-être programmé à l'avance de perdre votre enfant et de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il faut prendre cette situation de la plus sereine possible. Et comprendre ce qui se passe, la fragilité de la vie, enfin bref, tout un tas de choses. Et être dans le respect par rapport à la personne qui s'est donné la mort. D'accord. Mais Elle n'est pas condamnée en haut, quoi. non, ça pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de en haut ni d'en bas. Oui. On est tous au même endroit. D'accord? On arrive tous dans cette lumière remplie de bien-être, d'amour, de tout ce que vous voulez. Si vous avez bien noté, moi quand j'étais là-dedans, j'étais très bien et je ne voulais pas revenir. D'accord? Et j'étais amené à voir mes enfants. Et ça m'a un petit peu gêné de voir de quelle manière j'avais géré ça jusque-là. Et il fallait impérativement que je rattrape pour faire autrement. Alors moi, je pars du principe, enfin en tout cas, ça restera mon avis, que quelqu'un qui va se donner la mort et dont ce n'était pas le chemin, quand il va se retrouver dans cette lumière-là, il va être exactement dans le même amour, dans le même... voilà. Dans la même plénitude et tout ça. C'est pas parce qu'il s'est donné la mort qu'il va finir en bas accroché au radiateur. Et ce qui est important là-dedans, c'est que c'est lui par contre, il va avoir quelque part du mal à accepter ce bien-être. Et il y a une phrase que j'aime bien redire souvent, que j'ai écrite avec mon grand-père, il m'a dit, t'as vu d'ici tout paraît si simple. C'est-à-dire que dès qu'on est de l'autre côté, en fait, alors on va se suicider pour X ou Y raison, un chagrin d'amour ou quelque chose comme ça, vu du dessus, on va dire, putain, Léon, tu t'es donné la mort pour ça, alors que du coup, regarde, si tu avais fait ça et ça aurait été plutôt pas mal, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc, c'est que la personne ne va pas être bannie, va pas être... non,
elle va avoir juste à faire un travail sur elle. Enfin, c'est bizarre, mais c'est un peu comme ça. C'est d'accepter le fait que voilà, c'est fait comme ça et voilà, c'est choisi. J'aurais peut-être pu faire autrement. Bon, là, moi, pour le cas, on m'a donné l'occasion d'aller refaire ce que j'avais à faire. Là, pour le cas où quelqu'un est définitivement parti, eh ben, il va se placer dans un processus de réincarnation et essayer d'aller arranger ces petits problèmes-là, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Il faut prolonger un peu la question de la première dame, là. Est-ce qu'avant votre extraction en PNI, vous étiez religieux, on va dire région catholique, puisque c'est machin, et est-ce que vous l'êtes toujours après, ou inversement, si vous n'y étiez pas, est-ce que vous l'êtes devenu? Alors, vous avez oublié juste une chose, c'est qu'avant je ne l'étais pas, et ça me conforte dans le fait de ne pas l'être. C'est le seul truc que vous avez oublié, c'est ça. Alors, côté religieux, on en parle un petit peu, j'aime pas ça, c'est comme la politique, mais ma foi, on va essayer d'en parler juste 2 secondes. Ce que j'ai à dire là-dessus, et on m'a dit il n'y a pas longtemps, il est là d'ailleurs, il m'a dit, dans ta lumière, pour moi, t'as croisé Dieu. Eh ben, j'ai dit, ok, pour moi aussi, c'est Dieu, d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Parce qu'on va l'appeler comme ça. Maintenant, ce qui me déplaît, c'est justement le fait d'être catholique, musulman, enfin, donc tout ce qui va être religion. Il n'y a pas de religion. Voilà. Mais, par contre, ils s'en sont encore pas rendus compte. Mais ça va arriver tout doucement. À savoir qu'on fait tous partie de cette force. Et donc, on est tous... Ah oui, j'avais aussi ce discours-là quand, à ma sortie de l'hôpital, je disais surtout à ceux qui ne voulaient pas l'entendre, je suis Dieu. Et ça me plaisait beaucoup. Et je laissais un petit temps, justement, pour que y ait une réaction. Pour finir, pour dire, tu es aussi Dieu. Et toi aussi, et toi aussi, toi aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous animés de la même énergie. Alors cette énergie-là qu'on a tous au-dessus de la tête, elle est très puissante, forcément. Vous imaginez tout le monde, toutes les plantes, tous les animaux, tous les minéraux, tout ce qui va vibrer sur Terre, en fait, est dans le même... je considère ça un peu comme ça. Vous voyez la bouteille d'eau, donc on va appeler ça le paradis. Et puis chaque personne, là, sont dans la salle, on va vous isoler, en fait, on va faire des gouttes d'eau. Alors je vais ouvrir la bouteille, puis on va dire que ça c'est le paradis, c'est Dieu. Donc vous décédez, vous êtes une goutte d'eau. Donc on va vous prendre, on va vous jeter dans la bouteille. Je vous mets au défi de vous retrouver là-dedans. Donc du coup, voilà, ça, moi, ça me plaît bien. C'est-à-dire que, imaginez une énergie au-dessus de votre tête qui descend, voilà. Animer chacun de nous, en fait. Et on fait tous partie de la même bouteille. C'est-à-dire que si je vous fais du mal, c'est à moi que je le fais. Alors après, c'est des messages un petit peu, j'ai entendu, religieux. Hein. Enfin ça, c'est respecte l'autre. Enfin voilà. Donc la religion, elle a pas tort sur certains points, voilà. Mais pour moi, la Bible, elle devrait faire 3-4 lignes, quoi. Vit dans le respect, dans l'amour, puis le reste, c'est pas nécessaire. Voilà, c'est vraiment dans l'accompagnement de tous les jours. Voilà ce que j'ai à dire sur la religion, mais j'accepte tout à fait que des personnes puissent avoir besoin de dogmes comme ça pour pouvoir... voilà, mais c'est quelque part une erreur, mais c'est mon avis. Que pensez-vous des grands tyrans? Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément des soins que vous faites? Oui, sur les grands tyrans qui sont morts maintenant, comme Lénine, Hitler et autres, eux, que deviennent-ils quand ils sont de l'autre côté? Est-ce que vous avez une réponse? Je pense à Hitler il n'y a pas longtemps parce que mon gamin il travaille dessus en ce moment, à l'école. Oui. Je pense qu'il doit encore se gratter la tête, quoi. Je pense qu'il doit sérieusement encore se gratter la tête parce que, comme je vous ai dit, toutes les décisions... Non, mais c'était juste pour vous dire que je pense qu'il ne doit pas être très bien. Mais c'est comme ça. Mais il ne faut pas l'imaginer non plus attaché au sous-sol. Parce que justement, ça serait... De l'attacher au sous-sol, ça donnerait encore une raison supplémentaire à dire j'étais mauvais. Et tu vois, ça ne m'étonne pas parce qu'il m'attache dans la cave. Alors que si je suis dans l'amour, moi, je vous dis, je me suis retrouvé là-dedans, j'ai dit, mais c'est génial, c'est excellent. Et qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? C'est que je me dis, je ne peux pas rester dans cet amour-là, dans ce bien-être-là, en laissant les gens en bas comme ça. Donc je vous laisse imaginer Hitler,
ouais, il doit se gratter. Tous ceux qui n'ont pas été vraiment voilà, corrects, en fait. Hein. Après, c'est pour ça qu'on me dit, ah, un criminel, un violeur. Non, tout le monde au même endroit. Et c'est ça qui est d'autant plus fort. C'est que c'est lui qui va se juger. C'est pas vous qui allez dire, tiens, espèce de salaud, t'as fait ça, t'as fait ci. Moi, je peux pas me mentir. Si vous me dites, ben, vous êtes, ce que vous dites, c'est n'importe quoi et vous êtes qu'un guignol, ça peut être vrai. Si je me le dis moi, effectivement, là, je vais prendre. Mais après, je peux très bien dire, ah, parce que bon, elle aime pas mes lunettes ou voilà. Et donc, du coup, voilà, comment dire, la critique, elle est moindre. Alors que si elle vient de moi, voilà. Et puis en plus, si je suis à l'aise pour, donc, vous imaginez, dans toute cette énergie-là, bienveillante et tout ça, et puis avoir été aussi tordu que ça sur Terre, bah, forcément, ils doivent avoir des soucis. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. On passera forcément à côté en rigolant, mais on continue à te gratter la tête. Enfin, voilà, enfin, après, c'est mon avis. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Vraiment, on est tous au même truc. Par contre, on ne profite pas tous au même niveau de cette énergie-là. Quoi. Ouais. Oui, alors excusez-moi, les soins, c'est ça? Oui, quelqu'un a posé la question de quel genre de soins vous faites. Alors le soin que je fais. Attendez, j'ai pas fini. Ah. Je vous donne une réponse. J'ai vu plusieurs magnétiseurs. Je ne sais pas si vous avez déjà magnétisé. Le magnétiseur vous donne de l'énergie. Cette énergie, c'est une forme, ça donne de la chaleur. Alors parfois c'est dans la tête, dans les bras, dans les jambes, parfois plus important. Bon, je ne vous raconte pas des gars qui vont faire du chaud du froid. Mais récemment, je suis allé voir un magnétiseur. Il s'appelle Frédéric. Il est devant chez moi. C'est impressionnant. Tout mon corps était, peut-être pas brûlant, mais très très chaud. Et bon, je ne vais pas vous raconter que j'ai gagné 30 ans de plus. Mais ça m'a fait pas mal de bien. Voilà, merci Frédéric. Ah ben de rien, avec plaisir. Bonjour, vous parlez de l'énergie positive. Est-ce que l'énergie négative existe? Comme notre monde est un peu en bascule, Non, est-ce qu'il y a une enfin, influence négative? L'énergie, c'est l'énergie. Il n'y a pas d'énergie négative. Ça s'arrête là. Alors, Se battre. comme on parlait de magnétisme, en fait, ou si on travaille un petit peu dans ces choses-là, on va se servir de l'énergie. On entend parler de l'énergie. Alors, l'énergie, on s'en sert comment? On va y apporter une intention aussi. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de vous soulager un mal de dos, je vais donc me servir de cette énergie-là et je vais vous soulager le mal de dos. Par contre, parle de là-haut, hein? Ah, là-haut. Ah oui. Non, c'est la même énergie aussi, c'est pareil. Voilà. C'est simplement, on en fait tous partie, comme je disais, cette goutte d'eau. Voilà. Alors vous êtes une goutte d'eau, ben, on va dire avec des graviers dedans un peu, enfin pas très net, ben, vous allez avoir un petit peu plus de mal à profiter de l'endroit dans lequel vous êtes, mais vous serez quand même dans cette énergie formidable. Voilà. C'est juste un problème de conscience. Enfin, conscience, j'aime pas conscience parce que c'est le cerveau. Et le cerveau, on le laisse loin quand on est là-bas. Mais non, il faut vraiment pas penser ce côté positif, négatif. Voilà. Même ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, pour verbaliser ça en fait avec le magnétisme, je peux très bien vous faire du bien, ce que vous avez entendu tout de suite. Et puis, bah, si je le décidais, je peux vous faire du mal. En me servant de la même énergie. C'est l'intention que je vais y apporter. Et ça, voilà, c'est important. Mais là-haut, non, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Tout est beau. Sauf que, ben, voilà, si vous n'avez pas été forcément formidable, on parlait d'Hitler, pour pas parler d'autre chose, ben, je pense pas qu'il s'amuse aussi bien que ça là-haut, quoi. Voilà, après, ça paraît... très peu par rapport à tout ce qu'il a fait, ou voilà, ça reste qu'un jugement en fait, hein, mais voilà. Vous savez, si on part du principe de chemin de vie, toutes les personnes qui sont mortes, Deuxième Guerre mondiale, c'est 50 millions de personnes qui sont mortes. On va dire, mais c'est dégueulasse, c'est ci, c'est ça, mais
Il y a aussi les chemins de vie. Ces gens-là, ils ont peut-être été aussi là pour ça, pour faire comprendre des choses aux autres. Enfin bon, après on peut partir loin dans les explications, mais je suis pas sûr qu'on ait bien compris, en tout cas, en voyant ce qui se passe aujourd'hui. Mais on reste confiant, ça va le faire. Normalement, ça devrait s'arrêter au bout d'un moment. Oui. En lisant des récits des expérimenteurs, comme vous, il y avait quand même des expériences négatives. Oui. Et donc ça vient de quoi alors? Alors, ils sont toujours dans... Alors, c'est pareil, hein, c'est mon explication à ça, mais je la trouve plutôt correcte. Toutes ces choses négatives-là, je les ai traversées aussi, moi, mais peut-être d'une manière un peu plus rapide que certains. C'est-à-dire, on en reparlait encore tout à l'heure, moi, j'ai un ami qui a fait cette expérience-là, il m'a dit, il y a des gens, ils me tiraient comme ça, ils me parlaient, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire, c'était infect, enfin, j'étais content que ça s'arrête, quoi. Et je l'ai fait réfléchir un peu là-dessus. Je lui dis, mais pense un peu à ce que tu es là aujourd'hui ici, quoi. Et du coup, il m'a dit, ah ouais, peut-être. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été complètement correct. Il avait du pouvoir, mon petit pouvoir, mais c'est lui qui a décidé, par exemple, si telle ou telle personne était embauchée, avait du travail, et tel autre l'aurait pas. Comment il a jugé ça, sur quoi il s'est basé pour donner le travail et pas à l'un et pas à l'autre. Et ben moi, je lui ai dit en 2 secondes, je lui ai dit, tu vois, ce que tu as vécu là, c'est ce que tu as fait vivre là sur Terre. Donc du coup, soit tu l'acceptes rapidement et après tu arrives comme tout le monde dans la lumière, soit tu restes dans ton terrain de boue, là, et puis tu y es bien, en fin de compte, hein, tu avanceras là-dedans tout seul, quoi. Et ça, en fait, c'est l'explication que j'ai. Voilà. Après, je vous dis pas que tous ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, c'est des méchants. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être vraiment méchant, en fait, c'est dans l'appréhension de quelque chose. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai pu traduire ces... Oui, vos comportements. Moi, je vous dis, j'ai probablement traversé ça aussi. Mais si vous voulez, comme j'ai tout de suite été d'accord avec ce que j'étais, ben, on passe à autre chose, quoi. Bon, t'as été méchant, c'est bien, voilà, ouais, ben, voilà, je suis méchant, mais hop, c'est bon, j'avance. Et j'accepte le fait d'avoir été pas bien, et après, ben, j'évolue. Alors que si je continue à dire, ben non, c'est pas vrai, là, je vous ai dit, je suis passé devant mes livres, c'est pareil. C'est dans le petit témoignage que j'écris, c'est la partie de mon expérience la plus terrible. C'est angoissant, vous n'imaginez pas à quel point c'est de vous retrouver en face de vous-même et de vous dire, mais t'as fait que ça de ta vie, quoi, mon pauvre. Ou t'as été pas correct avec telle ou telle personne, c'est pas logique. Donc c'est quelque part aussi un côté négatif de mon expérience, que je vous raconte d'un côté peut-être positif, si vous l'avez pris comme ça, mais c'était quelque chose de très, très perturbant pour moi. C'en est devenu une, oui. Moi, j'estime que j'ai une chance. Après, quand on me dit, ah bah oui, c'est bien beau votre discours, mais moi, mon mari est parti, et puis voilà, il n'est plus là, peut-être qu'il a eu envie de revenir, donc voilà, je comprends aussi que... Mais donc, il doit vivre aussi la même chose, ses livres, et puis ben, forcément, s'il n'a pas fait ce qu'il fallait, eh ben, il va se remettre en route pour de nouveau faire quelque chose d'un peu plus... c'est pas positif, parce qu'on va parler négatif après, mais un peu plus linéaire, quoi. Et voilà. C'était juste une question si on pourrait passer avec les questions à la pause. C'était une proposition. J'avais l'impression que pour beaucoup de gens ça devient... Ah, on a envie d'arrêter. Ah, d'accord. La dernière, et puis on s'arrête après cette question. Je voudrais savoir s'il est possible de faire plusieurs morts imminentes. Oui. 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 Allez, on ferme. Merci.